Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous étions restés sur les arbres binaires de recherche et nous avions vu que le principal problème des arbres binaires de recherche, c'était qu'ils pouvaient être parfaitement déséquilibrés suivant comment est-ce qu'on insérait des informations, des données dans l'arbre. Alors on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer en fait une structure de données qui serait automatiquement équilibrée? C'est-à-dire que par construction, eh bien, il y aurait forcément un équilibrage qui serait fait. Cette vidéo fait donc suite avec la présentation des arbres bicolores ou les arbres rouges et noirs. On peut retrouver les arbres sous différents noms, hein. On peut avoir des arbres rouges et noirs, mais on pourrait utiliser d'autres couleurs. Le seul principe, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement deux couleurs différentes. On va s'apercevoir que cette structure de données ressemble beaucoup à l'arbre binaire de recherche. Elle a quelques informations supplémentaires, elle a quelques propriétés supplémentaires, et elle va nous permettre en fait de construire des arbres beaucoup plus équilibrés. Alors on ne sera pas toujours sur de l'équilibrage, hein, mais en tout cas, la façon dont les arbres rouges et noirs sont construits, on sait qu'il n'y aura jamais une branche qui sera plus de 2 fois plus longue qu'une autre branche. Tout ça, ça se fera par construction. Comme vous l'aurez probablement deviné, les fonctions d'insertion et de suppression dans un arbre rouge et noir sont beaucoup plus complexes que ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, et elles vont imposer une réorganisation. Alors dans cette première vidéo, on ne parlera pas d'insertion et de suppression à proprement dit, on va simplement présenter les arbres bicolores et on va essayer de comprendre quelles sont les propriétés de ces arbres et quelles sont les petites fonctionnalités qui vont nous permettre de rééquilibrer un arbre rouge et noir. La suppression et l'insertion dans un arbre rouge et noir fera l'objet d'une autre vidéo puisque ce sont des fonctions qui sont assez complexes avec de nombreux cas en fait à traiter. Alors sans plus attendre, on va essayer de voir à quoi ressemble un arbre rouge et noir. Alors un arbre rouge et noir, comme on peut se le douter, en fait va ressembler énormément à un arbre binaire de recherche. Il va simplement contenir une information supplémentaire qui est la couleur du nœud. Et cette couleur de nœud, elle va être possiblement que rouge ou noir. Dans un arbre rouge et noir, il y a des propriétés à valider pour que l'arbre rouge et noir soit considéré comme un arbre bicolore valide. Par exemple, il faut que chaque nœud soit rouge ou noir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement. Chaque feuille est noire. Ça veut dire que chaque version terminale de l'arbre, hein, toutes les feuilles en fait, ont la couleur noire. Ok. Si un nœud est rouge, alors ça veut dire que ses deux fils sont noirs. On est toujours sur un arbre binaire, hein, donc il y a toujours un fils gauche et un fils droit. Et là, on s'apercevra qu'effectivement, mon arbre rouge et noir est correct, hein, de ce point de vue-là, puisque là, le fils rouge 8 a bien deux fils qui sont 1 et 11, les deux étant noirs. Donc j'ai bien, à chaque fois que j'ai un fils rouge, ces deux fils sont noirs. Je n'ai donc pas le droit d'avoir un fils rouge. Je n'ai pas le droit d'avoir un nœud rouge qui a un fils rouge. Quand il y a deux rouges qui se suivent, eh bien tout simplement, c'est qu'il y a une anomalie dans l'arbre et qu'il y a un rééquilibrage à faire. Vous commencez à voir un petit peu ce qui va nous permettre de savoir à quel moment il va falloir rééquilibrer l'arbre. On va identifier ce genre de cas et ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut rééquilibrer l'arbre. Chaque chemin reliant un nœud à une feuille contient le même nombre de nœuds noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel chemin, vous partez de la racine et vous allez jusqu'à la feuille et vous avez traversé le même nombre de nœuds noirs. Regardez, par exemple, là je pars de 15, 1, nul, j'ai 3. 15, alors 8 c'est rouge, 11, nul, ça fait 3. 15, 25, nul, ça fait 3. Peu importe les branches que vous allez traverser, à chaque fois vous allez compter le même nombre de noirs. C'est assez intéressant en fait cette propriété puisque vous allez comprendre en fait que ce qui est intéressant c'est que c'est le nombre de noirs qui va nous permettre de maintenir la profondeur de l'arbre. Et en fait la couleur rouge, on peut voir ça en fait comme un bouche-trou. C'est-à-dire en fait que vous allez mettre des couleurs rouges dans les nœuds qui vont vous permettre d'équilibrer les chemins en termes de nombre de noirs qu'il y a dans les branches. C'est plutôt intéressant déjà comme première propriété. Donc, s'il y a un rouge qui est un fils d'un rouge, eh bien, il y a une erreur, il y a probablement un équilibrage à faire, et on se rend compte aussi que ajouter un rouge, finalement, ne déséquilibre pas notre arbre. Alors, il y a une autre spécificité pour l'instant à laquelle je n'ai pas parlé,
c'est que dans l'arbre de recherche binaire classique, on avait pris pour habitude en fait de dire que quand il n'y avait pas de fils gauche, pas de fils droit, on disait simplement que le fils pointait vers nul. Ici, dans l'arbre rouge et noir, on va avoir une philosophie un petit peu différente. On va déclarer en fait un type qui est une feuille nulle, c'est-à-dire c'est un objet qui va dire en fait cette feuille est nulle et elle va être d'objet noir. C'est pour ça en fait que cette fois-ci vous voyez que j'ai des nuls sur toutes les feuilles et ça va nous permettre de donner une structure terminale à notre arbre. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement on va s'apercevoir quand on va parler des fonctions d'insertion et de suppression que de temps en temps on va devoir utiliser une feuille nulle et on va devoir pouvoir remonter à son père. Le problème c'est que si jamais vous le gérez comme un arbre binaire de recherche comme on l'a fait dans la vidéo précédente, eh bien vous ne pouvez pas avoir le père de none. Vous allez avoir un problème, il va vous dire si je suis sur quelque chose de nul, je ne peux pas récupérer son père. Et bien là en fait on va récupérer simplement une structure de nœud qui va en fait identifier, si vous voulez, un nœud vide, mais par contre, ce nœud vide, je vais pouvoir quand même retourner vers son père. Et ça, c'est une opération essentielle qui va nous permettre de réorganiser les arbres. Ok, alors sans plus attendre, je vous propose de reprendre notre structure d'arbre binaire de recherche et de voir quelles sont les modifications que nous pouvons mettre en place pour pouvoir implémenter notre arbre rouge et noir. Alors, je vais simplement reprendre ici, donc j'ai fait un fichier rouge et noir dans lequel pour l'instant je n'ai collé que le code que l'on avait fait sur l'arbre binaire de recherche. Voyons maintenant les modifications que l'on a à faire. Alors, au niveau du type nœud, là il n'y a rien qui change, on a toujours une racine, on a toujours un fils gauche, on a toujours un fils noir. Par contre le nœud, eh bien lui il va avoir une propriété supplémentaire, il a toujours une valeur. Ça, on est d'accord, il a toujours un fils gauche, il a toujours un fils droit, il a toujours un père. Par contre, il va avoir cette fois-ci une couleur. Et la couleur, par défaut, en fait, on va la fixer à rouge. Alors, pourquoi je la fixe à rouge, la couleur par défaut? Eh bien, on a vu que le nombre de rouge, en fait, c'est pas ça qui va nous permettre de savoir si l'arbre va être équilibré. On sait que c'est le nombre de noirs qui va nous permettre de savoir si le nombre est équilibré. Donc ça voudrait dire que par défaut, si je rajoute un rouge n'importe où, en fait, je ne vais pas déséquilibrer l'arbre, tout simplement. Là, par exemple, je pourrais prendre n'importe quelle valeur et je lui rajoute un chiffre rouge. Vous voyez que dans aucune des règles de l'arbre noir, de l'arbre rouge et noir, en fait, les rouges n'ont une quelconque signification. Ce sont des bouches-trous. Et donc, tout simplement, si je rajoute un élément rouge, et bien tout simplement, je sais que je ne changerai pas, je ne modifierai pas le nombre de noirs existants. Alors, je vais peut-être créer un cas de rééquilibrage. Si par exemple, imaginons que le 22 ici, je lui ajoute un nouvel élément qui serait par exemple 24, que ce nouvel élément, eh bien, que je crée, il est rouge, et bien cette fois-ci, mon arbre rouge et noir ne suit pas les propriétés, puisque j'aurai un fils rouge d'un autre élément rouge, ça c'est pas permis et ça va donc m'obliger à faire un rééquilibrage de l'arbre. Ok, mais en tout cas ça ne changera pas le nombre, la comptabilisation de noir. Ok. Oui, parce que en fait le rouge qui est là, je ne l'ai pas dit, mais le rouge qui est ici va lui-même récupérer deux feuilles nulles, noires, et donc on sera de nouveau équilibré. Ok, ça marche. Donc, j'ai une nouvelle couleur dans mon nœud qui va me permettre de savoir si mon nœud est rouge ou noir. Alors ma classe, je ne vais plus l'appeler arbre, je vais l'appeler rouge-noir. Ok. Dans l'initialisation, ça je garde, la racine est toujours à... La racine, alors cette fois-ci je ne vais pas l'avoir à none. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais me créer un élément de structure pour ma feuille vide. Alors cet élément de structure, je vais l'appeler par exemple... je vais l'appeler feuille nulle, comme ça on le saura. Feuille nulle, c'est quoi? C'est tout simplement un nœud qui contient la valeur 0. Voilà. De toute façon, voilà. De toute façon, la valeur n'a pas tellement de sens au niveau de feuille nulle, tout simplement. Feuille nulle, ça va être l'élément que je considère qui va en fait représenter toutes les terminaisons, toutes les feuilles nulles. Alors là, vous voyez que chaque arbre se termine par une feuille.
la feuille nulle, en fait, ça pourrait être même vu comme étant une seule feuille vers laquelle pointent tous les arbres. Hein, c'est qu'un seul élément, qu'un seul objet. Donc je vais créer cet objet pour dire que je suis sur une feuille nulle. La valeur n'a aucun problème. Vous voyez que, enfin, j'ai pas, de toute façon, je m'en servirai pas, donc je peux mettre n'importe quoi dedans. Vous voyez que la couleur, quand je crée un nœud, est rouge. Or, si je regarde mon arbre rouge et noir, vous voyez que toutes les feuilles sont noires. Donc il ne faut pas que j'oublie que la couleur de feuille nulle, il ne faut pas que j'oublie de la mettre à noir. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'elle a comme fils droit, qu'est-ce qu'elle a comme fils gauche? Elle n'en a aucun. Donc ça, on peut laisser comme ça. Et cette fois-ci, la racine, quand je crée mon arbre, cette fois-ci, je ne crée pas une racine sur none, mais je la crée simplement sur self.feuille nulle. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand l'arbre est vide, en fait, il pointe simplement sur une feuille qui est nulle. Et cette fois-ci, en fait, qu'est-ce que ça va changer? Ça va simplement changer dans la possibilité dans la suite de notre développement. À la place de vérifier, en fait, est-ce que mon fils est égal à none, je vais simplement vérifier si mon fils est égal à feuille nulle. Voilà un petit peu les changements que cela va apporter. Est-ce qu'on a une différence sur les fonctions d'affichage que l'on avait mise en place? Alors on avait un type de nœud qui était racine, on avait un type de nœud qui était fils droit, ça c'était bon. La seule chose qu'il faut que je fasse, attention, alors none, ça va m'écrire les éléments 0, ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est que là j'affichais la valeur en fait de chacun des nœuds. Ce qui peut être intéressant aussi en termes de débugage, ce serait d'afficher la couleur du nœud pour voir en fait si la coloration se passe bien. Donc ça, ce serait simplement un n.couleur. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais. Donc comme ça, j'aurai à la fois la valeur du nœud et la couleur du nœud. La couleur étant déjà une chaîne de caractères, je ne suis pas obligé de faire un transtypage. Le reste, en fait, ne change pas. Et je vais donc pouvoir afficher le nœud. Alors là, il y a un petit problème, j'ai dû oublier quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas content. Pourquoi il ne veut pas faire un print? Alors attendez, on va juste tester ça pour voir pourquoi il ne veut pas. Donc là, je suis sur du rouge-noir. Voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose dans la syntaxe. Donc j'ai ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. C'est pour ça qu'il râlait. Ok, donc j'ai mon affichage qui est en place. Est-ce que j'ai à modifier quelque chose sur la fonction de recherche? Alors, sur la fonction de recherche, la seule chose que j'ai à modifier, vous voyez, c'est que là, je vérifie toujours si le prochain fils, en fait, est à none. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'enlève. Hein. C'est-à-dire que je vérifie pas si le fils est à none, je vérifie simplement si le fils est à feuille nulle. Et donc, je vais m'arrêter à chaque fois que je vais avoir cette structure de feuille nulle. Minimum, maximum, qu'est-ce qui change? Bah, pareil, je prenais le membre de gauche tant que j'arrivais à un fils gauche, jusqu'à ce qu'il y ait un fils gauche qui est égal à nul. Là, on fait jusqu'à ce qu'on ait un fils gauche et un fils droit qui arrivent à feuille nulle. Ces fonctions de successeur, prédécesseur que l'on avait vu, c'est pareil. Si le fils droit est différent de feuille nulle, et alors là, le none, celui-là ne change pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est le pair que l'on vérifie, et on essaie de remonter vers le pair des différents éléments. Et ce que l'on vérifie ici, c'est est-ce que je suis à la racine ou pas? Puisque la racine est le seul nœud qui n'a pas de pair. Et donc en fait, là, on ne change pas, on s'arrête, effectivement, la racine est toujours le seul nœud qui n'a pas de pair. Donc
Donc là, il y a encore à modifier ça ici, pour feuille nulle, et on est bon. Ok, ça marche. Les insérer val, supprimer val, on va les laisser de côté pour le moment, puisque ce sont des fonctions quand même qui sont assez complexes. Et on va avoir besoin de toute façon d'avoir quelque chose qui va nous permettre de rééquilibrer l'arbre, et qui va être en fait un mécanisme de rotation. Alors pour comprendre le mécanisme de rotation, on va imaginer que je vais prendre quelque chose d'un peu nouveau, pour faire simplement un mécanisme de rotation. On va se dire, voilà, imaginons un arbre binaire de recherche, j'ai la valeur 1 déjà dedans. Puis j'essaie d'insérer la valeur 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais insérer la valeur 2 ici. Ok. Si j'insère la valeur 3, 3 est plus grand que 1. Alors attendez, je vais juste prendre une petite flèche pour que ce soit plus clair. Hop. Donc 2 est plus grand que 1, donc 2 s'insère dans la partie de droite. Si je veux insérer 3, 3 se retrouve plus grand que 2 et se retrouve donc dans la partie droite de 2. Si j'insère 4, je vais donc me retrouver avec 4 encore une fois dans la partie droite de l'arbre, et je vais de nouveau avoir 3 qui portent sur 4. Et là, je suis en train d'écrire en fait un arbre qui est complètement déséquilibré. Bon, alors comment je pourrais remédier à ça? En fait, ce que j'aimerais faire, tout simplement, c'est d'arriver à avoir un mécanisme de rotation. Alors, rotation de quoi? C'est de dire, par exemple, que 1, ici, est la racine de l'arbre, mais ce que je me rends compte, c'est que ces nombres-là sont triés. Et ce que j'aimerais dire, peut-être qu'au lieu de tirer sur le 1 vers le haut, et que ce soit le 1 la racine de l'arbre, qu'est-ce qui se passerait si je tirais sur le 2, en fait? Eh bien, si je tirais sur le 2, tout simplement, c'est le 2 qui se retrouverait en l'air, et en fait, le 1 se retrouverait ici. On aurait toujours un arbre binaire de recherche qui serait parfaitement logique en termes de propriétés. 2 à tous les éléments plus petits à sa gauche, il y a 1. 2 à tous les éléments plus grands à sa droite. 3, 4, on est toujours bon. Et vous voyez que l'arbre est plus équilibré, puisqu'avant, où j'avais une profondeur de 1, 2, 3, maintenant, j'ai plus qu'une profondeur maximum de 1, 2. Donc j'ai gardé un niveau de profondeur, donc je serai obligé de chercher beaucoup moins loin, le jour où j'ai besoin de chercher un élément là-dedans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle opération j'ai fait? J'ai fait en fait ce que l'on appelle une rotation, en termes d'arbre binaire. J'ai donc fait une rotation, j'ai donc fait en sorte que la racine qui m'amenait vers une seule branche, en fait j'ai pris un autre élément, je l'ai tiré vers le haut, et c'est cet élément qui est devenu la racine, en équilibrant l'arbre. Ok. Alors là, on est sur un cas très simple. Est-ce que ça marche sur des cas compliqués? On va voir que les mécanismes de rotation fonctionnent en fait en 3 étapes. Alors ce que je vous propose de voir, c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je les ai dessinés ici. Vous avez 2 mécanismes de rotation. Il y a un mécanisme de rotation vers la gauche et un mécanisme de rotation vers la droite. Les deux, en fait, sont là pour pallier à exactement la même chose. Imaginons par exemple que vous ayez un arbre qui est comme ça. Alors, ça peut être le bout d'un arbre, ça peut être en fait le 2, le 4 et le 6 peuvent avoir eux-mêmes encore des ramifications, peuvent encore avoir des fils. On a juste isolé une partie d'un arbre. Alors imaginons simplement que le problème, c'est que la partie gauche du 3 soit déséquilibrée par rapport à sa partie droite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans la partie droite et beaucoup moins dans la partie gauche. Et on aimerait rééquilibrer, faire un rééquilibrage de ces éléments pour retomber de nouveau sur quelque chose d'équilibré. Alors comment ça marcherait? Eh bien, on veut toujours conserver les propriétés de l'arbre binaire de recherche. C'est-à-dire que tout ce qui est à gauche du 3 est plus petit, tout ce qui est plus grand du 3, tout ce qui est à droite du 3 est plus grand. Pareil pour le 5, et ainsi de suite. Eh bien, en fait, on va simplement faire cette rotation gauche en 3 étapes. La première, on va déjà décrocher le 3, et on va dire en fait que l'élément droit de 3, ça devient l'élément gauche de 5. Vous voyez? Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Tout simplement, puisqu'à gauche de 3, j'ai tout ce qui est plus grand, et qu'à gauche de 5, j'ai tout ce qui est
plus petit que 5, eh bien à gauche de 5, je vais avoir tout ce qui est à la fois plus petit que 5 et plus grand que 3. Donc en fait, la logique est toujours encore respectée si je fais ce genre de choses. Donc ce que je vais récupérer, tout simplement, ou on peut le faire, on va carrément le faire dans l'ordre, si vous voulez bien. Je vais juste prendre un Excel pour qu'on comprenne bien toute la rotation. Je vais le prendre ici. Et on va refaire tout le circuit nous-mêmes. Hein. Hop. Comme ça, on verra bien comment fonctionne toute cette opération. Hop. Tac, tac, et on supprime ça. Ok. Donc première opération, qu'est-ce que l'on va faire? On va simplement se dire, je vais déjà prendre l'élément de droite qui est ici, et je vais simplement le mettre à cet endroit-là. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux faire une fois avec l'élément qui est au-dessus? Eh bien, cet élément qui est au-dessus, je vais simplement le mettre à côté, donc il a toujours encore le pair auquel il est relié, et à la place d'avoir l'élément 5 ici, eh bien, je vais récupérer l'élément qui est le fils gauche de 5, à savoir 4. Pourquoi j'ai le droit de le faire, hein, je le rappelle, j'ai tout à fait le droit de le faire parce que effectivement, tout ce qui est à droite de 3 est forcément plus grand que 3, tout ce qui est à gauche de 5 est forcément plus petit que 5, et donc ce qui est à gauche de 5 est à la fois plus petit que 5 et plus grand que 3. Donc j'ai parfaitement le droit de le faire ça. En faisant cette première modification, eh bien, je me rends compte que j'ai en fait décroché l'élément fils, qui a comme nœud de base 5, avec l'élément pair. Maintenant, je vais simplement essayer de les raccrocher dans l'autre sens. Comment je fais ça? Tout simplement, je reprends ce que je viens de faire ici. Voilà. Et je vais dire, en fait, déjà, maintenant, ce n'est plus le 3 qui est raccroché. Le 3 est accroché au reste de l'arbre, tout ce qui est au-dessus de l'arbre. Je vais donc simplement décaler et dire maintenant, c'est le 5 qui est raccroché à ce qui est au-dessus dans l'arbre. On s'aperçoit maintenant aussi que là, j'ai un 4 et là, j'ai un 4, donc j'ai deux fois la même information. Et la dernière opération va simplement consister à prendre cet élément-là, à le coller ici. Donc j'ai mon élément ici. Voilà. Et je vais simplement dire... je peux le coller là, je vais le coller là. Ok. Je vais simplement dire que l'élément qui est ici, eh bien je vais le coller à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'élément devient l'élément qui était le pair de... Le 3 était le pair de 5 avant, eh bien 3 devient le fils de 5. Et les différentes étapes que nous avons utilisées pour faire cette rotation à gauche, eh bien vous voyez en fait qu'elles conservent les propriétés de l'arbre binaire de recherche. J'ai ici mon 3, eh bien à gauche j'ai tout ce qui est plus petit, 2, à droite j'ai tout ce qui est plus petit, plus grand, 4. Vous voyez que par rapport à mon 5, eh bien 5, tout ce qui est à gauche est plus petit, 2, 3, 4. Tout ce qui est à droite est plus grand, 6. Et vous voyez que je suis arrivé donc à faire une rotation qui va conserver les propriétés qui a conservé toutes les propriétés de l'arbre binaire de recherche. Et donc, en conservant cette notion de rotation, on s'aperçoit qu'à partir du moment où j'ai, vous voyez, une partie droite complètement déséquilibrée, et bien maintenant, j'ai la possibilité de construire un arbre où cette partie de droite, en fait, va contrebalancer des éléments à gauche. Et donc, petit à petit, à chaque fois que j'ai une branche qui devient trop longue, j'ai la possibilité, en fait, de faire une rotation et de remettre des éléments dans la branche qui manque d'éléments. Ok. Alors, comment ça marche? On va la programmer, cette rotation à gauche, et vous voyez que ça ne va pas être très très compliqué.
Alors, notion de successeur, ça on l'a fait, ça marche. Je vais l'insérer ici. Alors, cette notion de rotation gauche, comment ça marche? F rotation gauche, et la rotation gauche va partir naturellement d'un nœud, donc on part du nœud pair. Par exemple, on va imaginer que la rotation qu'on vient de faire ici, on va dire que c'est la rotation gauche sur le nœud 3. Donc ça veut dire que quand on fait la rotation sur un nœud n, c'est-à-dire c'est la rotation qui va se baser sur n et sur le fils droit de n. Ok. En fait, c'est pas très compliqué, on va reprendre les 3 étapes. Les 3 étapes, c'est quoi? Alors, la première étape, on a dit tout simplement, on va prendre le fils gauche, alors 5 est le fils droit, donc on va dire ça par exemple, c'est n, et ça c'est son fils droit. Ok, donc la première étape c'est quoi? En fait on va simplement récupérer donc le fils droit, et on va récupérer la partie gauche du fils droit, donc c'est tout ce qui se trouve à gauche du fils droit, et on va le relier à droite du père. Le 4 là, en fait, devient le fils droit du père. Ok, première étape. Bon, on va le faire. Donc on récupère le fils droit qui est égal en fait au fils droit de n. Voilà. Et on va dire que n va prendre à droite le fils gauche de son fils droit. Voilà, première étape. Donc normalement à la fin de la première étape, on va arriver à ça. C'est-à-dire que on a décroché le fils droit, ça c'est toujours le fils droit, ça c'est toujours n, et n a maintenant en fils droit ce que le fils droit avait à sa gauche. Ok. Alors ça c'est bien, il y a juste encore un cas à gérer. Si jamais cette partie gauche du fils droit était nulle, ou non nulle, il faudrait raccorder, si ce fils droit est non nul, c'est-à-dire que s'il n'est pas à feuille nulle, eh bien il faut aussi raccorder de nouveau, comme ce qu'on avait fait pour l'arbre binaire de recherche, il faut aussi raccorder le père. C'est bien beau en fait de dire que le père connaît son fils, mais il faut aussi que le fils reconnaisse son père, pour qu'on puisse continuer à naviguer dans l'arbre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fils droit de gauche, donc c'est celui que l'on vient de mettre à droite dans N1, c'est pas une feuille nulle, donc c'est pas une feuille nulle, alors on va dire en fait que le fils droit de gauche, eh bien son père c'est n. Ok? Fils droit. Voilà. Tout simplement, pour reprendre l'analogie avec ce que l'on vient de faire ici, c'est simplement de dire, voilà, j'ai raccroché le 4 à n, donc n sait que le 4 c'est son fils droit, et le fils droit maintenant sait que n c'est son père. Voilà, donc le raccordement est fait dans les deux sens, le père connaît son fils, le fils connaît son père. Ok, on passe à la deuxième chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est une étape toute simple en fait, c'est que au lieu que le 3 ici soit relié au reste de l'arbre, maintenant on va simplement relier le 5 au reste de l'arbre. Donc il faut qu'on récupère le père de 3, et le père de 3 va devenir le père de 5. Tout simplement. Alors il y a quand même plusieurs cas de figure à vérifier. On va simplement dire que le père de fils droit, eh bien c'est le père de n. Tout simplement, c'est ce qu'on a fait ici. Je le rappelle, ça c'est toujours fils droit, ça c'est n, et donc tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le père de n, donc on a récupéré cette liaison-là, et maintenant, le père de fils droit, c'est le père de n. Alors pour l'instant, n est toujours encore relié au même père. Là, on a encore toujours on n'a pas encore découplé. Ok. Il y a quand même quelque chose à vérifier quand même, puisque on a des cas particuliers que l'on va regarder. On a relié le père, ça veut dire aussi que
l'élément... On a récupéré le père, ça veut dire qu'on a fait la liaison, le fils connaît maintenant son père. Je vous ai dit il faut faire la liaison inverse, il faut aussi que le père connaisse son fils. Alors qui est le père ici? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose de ce père. Là, on n'en sait rien. Et donc, on va émettre déjà plusieurs hypothèses. Imaginons par exemple que le 3 était la racine de l'arbre. C'est-à-dire en fait qu'il n'a pas de père. Donc en fait, et bien comme il n'a pas de père, le père n'est pas obligé de connaître son fils, puisque le père n'existe pas. Donc on va gérer ce cas-là. Donc, if n.pair est égal à none, ça c'est le cas où on se retrouve sur la racine. Donc on est sur la racine, donc là on n'a pas obligé de faire grand chose à part dire en fait que maintenant la racine de l'arbre ne pointe plus sur n, mais pointe sur la nouvelle racine de l'arbre qui est devenue fils d. Je vous rappelle que là, voilà, si jamais 3 était la racine, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas cet élément-là, eh bien, à la fin, on veut que 5 devienne la racine. Donc ça veut dire que le début de l'arbre pointe sur 5. Dans les autres cas, tout simplement, ça veut dire que n a un père et qu'il est relié à autre chose dans l'arbre. Maintenant, ce que l'on voudrait savoir, c'est est-ce que n est relié... Est-ce que n est un fils droit, donc comme ça, ou est-ce que n est un fils gauche, qui serait comme ça? Et on va distinguer les cas. Puisque comme je dois dire au père au père de n quel est son fils, son nouveau fils, je dois savoir si je dois modifier son fils droit ou son fils gauche. Bon. Alors comment je vérifie ça? Eh bien tout simplement, est-ce que n est le fils gauche de son père? Si n était le fils gauche de son père, eh bien c'est le fils gauche du père qu'il faut que je modifie. Sinon, je suis dans le cas en fait où n est le... Non, je me suis trompé. N est le fils droit de son père, et dans ce cas-là, eh bien, il faut que je modifie le fils droit. Ça marche. Voilà. Donc, troisième étape, on a déplacé maintenant, c'est le fils droit qui est relié à l'arborescence. D'accord? On a coupé ce lien-là, et donc maintenant, le 3 est pour l'instant, le n est pour l'instant un électron libre. La dernière étape qu'il faut que l'on fasse, c'est tout simplement que l'on relie 3 maintenant à l'élément 5, et on va le relier maintenant sur la partie gauche de l'élément 5. Bon, on a pratiquement fini, il n'y a plus grand chose à faire. On va simplement dire que fils d de gauche devient n. Donc là, ça veut dire maintenant que fils d connaît n en tant que son fils gauche. Il ne faut pas oublier de faire l'inverse, il faut maintenant aussi dire à n que son père est dorénavant le fils droit. Voilà. Toujours faire attention de relier les choses dans les deux sens. Le fils connaît son père, le père connaît son fils. Ok, ça marche. Donc là, on a vu une rotation qui nous permettait de dire... Je vais même prendre celle-là. On a donc une rotation qui nous permettait de dire, voilà, si j'ai trop d'éléments dans la partie droite, j'ai une rotation vers la gauche qui me permet de rétablir l'équilibre dans l'arbre et qui me permet de faire passer des éléments sur la branche de gauche. Eh bien, j'ai exactement la même possibilité, en faisant une rotation droite, de faire exactement l'inverse. Si j'ai une branche gauche qui est déséquilibrée, eh bien, tout simplement, je vais faire, tirer mon volant dans l'autre sens et faire une rotation à droite, et me retrouver exactement avec les mêmes propriétés dans l'autre sens, et donc d'avoir une rotation des éléments. Si les éléments étaient trop nombreux sur le fils gauche, eh bien je vais récupérer plus d'éléments sur le fils droit, et ainsi, petit à petit, rééquilibrer mon arbre. Ok, ça marche. En fait, cette fonction-là, elle ne va pas être très très compliquée à écrire. Ce que je vous propose de faire, c'est carrément voir qu'on peut récupérer cette fonction gauche,
Et comme d'habitude, hein, puisque on est en train de faire exactement une fonction miroir hein, par rapport à la première, la fonction de gauche, en fait, si vous faites une fonction gauche sur une rotation gauche et que vous venez de faire une rotation de droite, et bien tout simplement, vous allez vous retrouver dans l'état initial. Donc, l'une est vraiment la symétrique de l'autre. Et bien, comment ça va se passer? Et bien, au lieu de prendre le fils droit, cette fois-ci, de n, on va s'occuper du fils gauche de n. La partie gauche de n va récupérer la partie droite du fils gauche. Donc, je fais un peu les choses un peu sans réfléchir. Hein. En fait, simplement, le fils droit devient le fils gauche. Tout ce qui était gauche devient droit. Tout ce qui était droit devient gauche. Le fils gauche, la partie droite, si la partie droite du fils gauche, c'est droit ou droite que j'ai utilisé pour le nom? Droit. Droit. Partie droite du fils gauche, machin, le fils droit devient le fils gauche, gauche devient droit. Alors je refais pas toute l'explication, mais ce serait vraiment l'explication miroir, hein. Le fils gauche du père récupère le lien vers le père. Si le père était la racine, eh bien maintenant la racine c'est le fils gauche. Si le père était le fils gauche, eh bien c'est le fils gauche du père qui devient fils gauche. Si le père était le fils droit, eh bien tout simplement le fils gauche devient le droit de son père. Le fils gauche de droit prend la valeur de n, et le père devient fils gauche. Je relis de nouveau les éléments. Et j'ai donc la possibilité maintenant de faire une rotation à droite et une rotation à gauche. Alors ces deux opérations vont entrer en jeu lorsque l'on va insérer et supprimer des éléments dans les arbres. Et donc elles vont nous permettre de différencier différents cas. Et vous allez voir que les couleurs rouge et noire vont nous permettre de savoir quelles sont les branches qui sont déséquilibrées. Et une fois qu'on aura rencontré une branche déséquilibrée, et bien par rotation à gauche ou à droite, on arrivera à rééquilibrer l'arbre pour le rendre le plus équilibré possible. Ok, donc là pour l'instant je ne peux pas encore vraiment tester puisque ces deux fonctions de rotation vont rentrer en fait en ligne de compte lorsque je vais commencer à modifier les fonctions d'insertion et de suppression. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici parce qu'elle prend déjà beaucoup de temps et je me consacrerai donc à une vidéo entière juste sur l'insertion et la suppression. Voilà, donc cette vidéo présente une petite introduction sur les arbres bicolores rouge et noir. Et encore une fois, c'est pour résoudre un des problèmes que l'on avait avec les arbres binaires de recherche, qui est que lorsque l'arbre n'est pas équilibré, en fait, on va perdre énormément de temps à chercher certains éléments. Et donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'au lieu d'avoir un arbre très déséquilibré qui n'a qu'une seule branche, arriver à avoir un arbre qui soit le plus équilibré possible, c'est-à-dire d'avoir le moins de profondeur possible, d'avoir des branches le moins longues possible. Et donc, on va s'apercevoir que cet arbre bicolore rouge et noir, en termes d'insertion et de suppression, va veiller en sorte à ce que l'arbre reste toujours équilibré. Dans cette première vidéo, on a vu les premiers éléments que l'on a mis en place. On a vu cette nécessité de pouvoir remonter des feuilles vers l'élément pair, ce qui nous a demandé de créer un élément feuille nulle, c'est-à-dire que c'est un nœud en fait qui symbolise qu'on est sur une feuille nulle. Et on a vu ce mécanisme de rotation qui nous permettait en fait, à partir d'un arbre qui était déséquilibré soit à droite soit à gauche, de repartir avec une rotation et de rééquilibrer ces éléments. S'il y a trop d'éléments à droite, on peut rééquilibrer pour les passer à gauche. Si on a trop d'éléments à gauche, on peut rééquilibrer pour les passer à droite. La dernière chose, c'est simplement maintenant de remettre tous ces éléments ensemble pour créer la fonction d'insertion et la fonction de suppression. Donc on va se revoir très vite pour voir ces deux dernières fonctions et d'avoir donc un arbre bicolore entièrement fonctionnel. À bientôt!